Alors, Marie-Lise Léon, est-ce que vous partagez ce diagnostic assez pessimiste finalement? Oui, c'est pas ce qu'on a entendu de plus réjouissant dans la journée, mais je partage quand même. Je n'ai pas du tout une volonté de faire preuve de diplomatie, mais je partage un certain nombre de choses qui ont pu être dites à l'instant, et puis cet après-midi, à l'occasion des précédentes tables rondes. Je rebondis sur ce que disaient mes prédécesseurs. Je tenais à aussi vous remercier, les organisateurs de cet événement, à double titre, à la fois sur une question de fond et une question de forme. Une question de forme, parce que je pense que, comme le disait l'interlocuteur précédent, pardon Thierry, c'est que ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir à la fois être ensemble, mais aussi avoir un lieu de débat, de dialogue serein ou respectueux. Alors, où il n'y a peut-être pas beaucoup de contradictions, mais en tout cas, il y a un espace ouvert et j'espère qu'il le restera longtemps. Dans la période, ça fait du bien. Et puis sur le fond, moi je trouve que dans cette période un peu pessimiste où il y a une crise indéniable, c'est extrêmement enthousiasmant, je trouve, de voir qu'il y a autant d'initiatives et autant, on parlait de foisonnement tout à l'heure, Michel, et je trouve que j'ai une déception, c'est qu'on soit dans l'incapacité de mieux les valoriser et de mieux les mettre en lumière, parce que je pense qu'on en aurait besoin à l'heure actuelle. Donc une forme de mobilisation très positive, collective, pour laquelle je tenais à faire mes remerciements. Le contexte est effectivement plutôt anxiogène. Ça a été dit à plusieurs occasions. On est, je pense, à une... on parle de la croisée des chemins, mais au-delà de ça, j'ai peut-être du mal à l'exprimer, mais je pense qu'on est, d'un point de vue anthropologique, à véritablement un changement extrêmement important de la société. Il y a la question de la révolution, de la mutation numérique. Il y a la question climatique qui est indéniablement devenue une urgence, ou ça l'est depuis un moment, mais de plus en plus prégnante. Et la question qui a été aussi évoquée tout à l'heure, un tournant démographique avec l'allongement de la durée de la vie qui fait que il faut repenser la protection sociale, mais je pense que c'est aussi un enjeu de société et de vivre ensemble. Et ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est que aujourd'hui, je trouve qu'on est à un moment extrêmement intéressant où, pour répondre à ces défis, ces trois grands défis, il y a 3 conditions de réussite qui sont aussi 3 attentes extrêmement fortes exprimées par les citoyens. C'est d'une part un besoin et une attente d'accompagnement. Ça a beaucoup été dit, et qu'on parle des droits, est-ce qu'il y a encore du progrès social possible? Est-ce qu'on peut créer des nouveaux droits? C'est une vraie question. Néanmoins, je pense qu'au-delà de la question des droits, la question de l'accompagnement est devenue absolument essentielle. Et qu'à l'heure du numérique, l'accompagnement peut être facilité, encore faut-il y avoir accès, et qu'en aucun cas, le numérique ne peut remplacer le lien physique et le partage entre deux êtres humains, ce qui pose la question, bien entendu, de l'accès aux services publics, de l'accès du public à différents services, etc. Donc cette question de l'accompagnement, et on voit, on a beaucoup parlé d'outils et de dispositifs, mais on parle, et je pense qu'on a énormément de progrès à faire sur cette question de l'accompagnement. Je fais référence pour ça au compte personnel d'activité. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Il a été soigneusement enterré par le gouvernement actuel, qui est en fait un compte qui regroupe un certain nombre de droits de nature très différente, qui sont
qui retient en fait le principe d'attacher des droits aux personnes et non à leur statut ou à leur contrat de travail. Au regard des parcours de vie, des parcours professionnels aujourd'hui, c'est un sillon que la CFDT a creusé depuis plusieurs dizaines d'années et qui nous semble être véritablement un outil intéressant. Mais encore faut-il, d'une part, avoir connaissance des droits auxquels on a accès. On parlait de la question des minima et des taux de non-recours extrêmement forts. On a un problème aujourd'hui, je pense, d'effectivité des droits. Et l'accompagnement renforcé, qui doit être global, donc je pense qu'il faut arrêter d'avoir une étanchéité. Il y a des expérimentations et des pratiques de plus en plus intéressantes entre l'accompagnement social, l'accompagnement professionnel, qui permettent véritablement d'arrêter d'avoir un saucissonnage par tranche de vie ou par des personnes en fonction de soit des problématiques qu'elles rencontrent, soit des projets qu'elles ont dans la vie. La deuxième condition de réussite, ça a été aussi évoqué, je pense que la question de l'universalisation, elle est extrêmement forte. Et là, on pointe du doigt. Alors, quand on parle d'universalisation, il faut bien prendre garde à ne pas confondre avec la standardisation. On a besoin d'avoir des droits adaptés à chacun en fonction de leur situation. Et quand on parle création de droits attachés aux personnes, on n'est pas dans l'individualisation, mais on est dans la personnalisation. Alors peut-être que vous allez me dire qu'on coupe les cheveux en quatre, mais c'est extrêmement important. Quand on parle de personnalisation, c'est-à-dire qu'on part bien des besoins de la personne et de la façon dont elle peut être au mieux sécurisée ou au mieux encouragée à être aux manettes des choix de vie qu'elle souhaite faire. Et pour être aux manettes, je pense que le troisième enjeu et le troisième besoin et une aspiration que je pense qu'on ne peut pas remettre en question dans la période actuelle, c'est la question démocratique. Et la question démocratique, je pense qu'on a pour le coup un combat politique qui est de convaincre. Je pense qu'on a, en tout cas, c'est une des missions que mon organisation porte de façon extrêmement forte, c'est convaincre de nouveau les citoyens et les travailleurs qu'ils peuvent véritablement peser sur les choix qui les concernent. Alors que ce soit au travail, ou que ce soit dans la vie, leur vie citoyenne, ils ont cette capacité, on parlait de pouvoir d'agir, ils ont cette capacité dont ils doivent, je pense, être de nouveau convaincus et qu'ils doivent pouvoir activer. Et dans cette question démocratique, je pense qu'on est aujourd'hui à un tournant où on ne peut plus opposer les différentes formes de démocratie, qu'elles soient politiques, représentatives, on parle des corps intermédiaires, ou participatives. Et qu'on a une nécessité de réinventer ces articulations et faire preuve pour le coup d'innovation. En tant que responsable d'une organisation syndicale, ce n'est pas forcément la chose à laquelle on passe en premier pour un syndicat. On a tout à fait conscience de l'image que peuvent véhiculer les organisations syndicales en France, mais je pense qu'on a nous-mêmes, du coup, un véritable questionnement à avoir sur la façon dont nous, en tant que corps intermédiaire, on est en capacité de créer du lien et de la confrontation, y compris avec une forme de démocratie participative dont il ne faut absolument pas avoir peur, je pense, parce que si on est représentatif, c'est bien qu'on est aussi ancré dans les réalités et qu'on n'est pas complètement en décalage avec ce qui peut se passer, notamment dans les lieux de travail. Et pour ça, la question du territoire, elle me semble incontournable. On ne peut pas construire... La question de la solidarité a été beaucoup évoquée. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de parler des solutions, qu'elles soient solidaires, bien entendu, et que le territoire, on a beaucoup pensé, y compris la démocratie sociale, en termes d'armada et de dispositions juridiques, soit d'un niveau national interpro, dans des branches
professionnels. La question du dialogue social territorial, elle me semble aujourd'hui indispensable et nécessaire, et ce qui nécessite du coup d'avancer sur ces questions et les moyens qu'on lui donne.